À la une de l'actualité, la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, recommande la poursuite du dialogue politique, l'une des propositions concrètes de la CONARIV au chef de l'État hier. Dans l'actualité judiciaire, le mandat d'amener émis contre le président de l'Assemblée nationale levé après une vive protestation du gouvernement ivoirien. La justice française annule donc sa décision. On parlera également de l'évasion de prisonniers à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le directeur des affaires pénitentiaires fait le point exact de la situation. Bonjour. Après un mois de congé, c'est la rentrée des classes pour les ministres. Le traditionnel conseil des ministres, donc ce matin, le président et les membres du gouvernement auront à analyser plusieurs dossiers portant sur les questions de développement. Le chef de l'État reviendra sans doute sur ses missions à l'extérieur. Notre reporter Viviane Aïmé est encore au palais présidentiel. Ce soir, son compte rendu. En attendant, hier, le chef de l'État a reçu le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères d'Italie. Au menu, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Awa Touré. Le sous-secrétaire d'État italien aux Affaires étrangères et à la coopération internationale, Mario Giro, est venu informer le président de la République Alassane Ouattara de l'intention de son gouvernement d'intensifier ses investissements et d'améliorer les relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et l'Italie qui sont déjà liées par 14 accords de coopération. Je suis venu voir le président de la part du président du Conseil des ministres italien Matteo Renzi et du gouvernement italien pour féliciter pour sa réélection premièrement et pour étudier les voies et les moyens de renforcer la coopération Côte d'Ivoire-Italie, qui est historique, qui a une histoire positive et qui, naturellement, ne peut que s'accroître, et c'est nos souhaits. Donc, nous avons passé en examen différents dossiers économiques, de sécurité, etc. On a eu toute une discussion aussi sur l'aspect stratégique de la sous-région, au vu de ce qui se passe dans la Méditerranée et au Moyen-Orient, donc le défi du terrorisme et la bataille contre le terrorisme. Et bien sûr aussi, j'ai confirmé au président que l'Italie est un partenaire fiable et va tout faire ce qui est en son pouvoir pour renforcer les liens économiques, culturels et d'amitié qui déjà existent avec la belle Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la coopération financière, l'Italie a annulé 28 milliards de francs CFA sur 58 milliards de francs CFA de dette de la Côte d'Ivoire. Notons que le président de la République Alassane Ouattara a pris part à l'exposition universelle de Milan le 11 août 2015 à l'occasion de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État qui a engagé des consultations en vue du renforcement de la réconciliation nationale. Ces consultations se poursuivent donc après les rois et chefs traditionnels. Le président a reçu la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. La CONARIV a fait ses propositions pour la paix. La CONARIV a proposé, entre autres, hier, un dialogue direct entre le chef de l'État et l'opposition pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le chef de l'État a dit qu'il partage cette préoccupation. Écoutons le président de la République. En tant que président de tous les Ivoiriens, je voudrais vous dire à nouveau que je ne ménagerai aucun effort pour rassembler les filles et les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Je continuerai d'œuvrer à la consolidation de la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et je voudrais ajouter que cette réconciliation engage tous les Ivoiriens, sans exception, et qu'il n'y a pas une catégorie d'Ivoiriens qui doit se réconcilier avec une autre partie. Ce sont tous les Ivoiriens qui doivent se réconcilier et apprendre à pardonner et à recevoir le pardon de l'autre. C'est bien cela, le sens de l'Ivoirien nouveau, que nous puissions mettre les autres au-dessus de nous-mêmes, que l'égoïsme personnel puisse s'effacer devant l'humanité et le bien-être de nos concitoyens et surtout de la nation ivoirienne.
Après la Conarive, les guides religieux, même vœu, le président a rencontré les guides religieux qui ont fait des propositions également pour la réconciliation nationale, notamment au niveau social, au niveau de la justice et au niveau de la sécurité. La synthèse avec Awa Touré. Les chefs de 28 confessions et associations religieuses sont venus remettre au président de la République Alassane Ouattara les résultats de leurs travaux dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Dès l'entame de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, a remercié le chef de l'État pour avoir associé les religieux à l'œuvre de réconciliation nationale et pour l'intérêt qu'ils portent à toutes les confessions religieuses. Les guides religieux en Côte d'Ivoire se sont illustrés positivement dans les efforts de paix pour l'unité et la réconciliation nationale, y compris pendant les moments les plus difficiles de la vie de notre pays et pendant les grandes crises qu'elle a traversées. Nous en sommes tous témoins. Je dois dire que la pratique de la foi par les Ivoiriens a toujours été marquée par la modération et par la bonne coexistence. En effet, en Côte d'Ivoire, la religion n'est pas le problème, n'a jamais été le problème, mais a fait partie de la solution. La réconciliation nationale est pour le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Alexis Touabli, porte-parole des guides religieux, une œuvre de longue haleine qui se construit avec patience. Ainsi, les recommandations et propositions des chefs religieux s'articulent autour des points suivants: le retour des réfugiés, l'éducation, l'économie, la gestion du foncier rural, la justice, le social et la responsabilité des guides religieux. Conscients de notre responsabilité dans diverses mesures, dans les maux auxquels notre pays est en proie, nous nous félicitons de la religiosité ambiante en Côte d'Ivoire, qui aura contribué à y contenir la violence dans une certaine proportion. Aussi, sollicitons-nous dans cette optique un appui subséquent de l'État pour nous permettre d'assurer la promotion de la paix selon leurs compétences. Nous, leaders religieux, admirons les efforts du président de la République en vue d'encourager les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont à l'étranger suite à la crise post-électorale à revenir au pays pour apporter leur contribution au développement de notre Côte d'Ivoire commune. Au niveau de la justice, nous félicitons le président de la République dans sa volonté de faire juger tous ceux qui, de quelque bord qu'ils soient, ont commis des crimes à l'occasion des crises que le pays a connues. Aussi, recommandons-nous l'accélération des procédures judiciaires en cours qui pourraient être couronnées par la grâce présidentielle. Au niveau économique, conscient de l'importance de la question du foncier rural et urbain dans les différentes crises de notre pays, nous recommandons qu'une solution définitive et équitable y soit apportée avec la médiation des chefs traditionnels pour favoriser un climat de paix durable. Il importe dans cette optique d'assurer la vulgarisation et l'application des lois sur le foncier rural et urbain. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part relevé la contribution des religieux à la reconstruction de la Côte d'Ivoire et à la réussite de l'élection présidentielle d'octobre 2015, avant d'indiquer avoir pris bonne note des recommandations et propositions des guides religieux. Ces recommandations sont très pertinentes et elles seront transmises au Premier ministre et au gouvernement qui devront les examiner en profondeur
en vue de les intégrer à la politique de réconciliation et de cohésion nationale. Éminence guide religieux, vous avez formulé un certain nombre de recommandations à l'effet de favoriser le dialogue interreligieux et la laïcité. Nous les examinerons également avec attention et j'ai pu vous dire que ceci va également dans le sens de ma conception de la nécessité de nos concitoyens de vivre ensemble. Je voudrais pour ma part réaffirmer ma volonté et mon engagement à rassembler tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire pour une réconciliation vraie, indispensable à la construction d'un État moderne. J'ai également noté vos propositions relatives à la classe politique, qui a également besoin de participer à cette réconciliation de manière positive. Et en cela, d'ailleurs, je voudrais dire que le comportement des différents candidats à l'élection présidentielle montre que nous sommes sur le bon chemin. J'ai également noté tout particulièrement la question des réfugiés et évidemment avoir des concitoyens hors du territoire national qui ont peur de rentrer fait beaucoup de peine aux premiers citoyens que je suis. Et comme vous, je souhaite que ces personnes puissent rentrer en toute quiétude, car la place des Ivoiriens est en Côte d'Ivoire. Je voudrais souligner que la Côte d'Ivoire également a maintenant des perspectives heureuses en matière économique et sociale. Et c'est dans cette situation que les fruits de la croissance doivent être partagés. Et Monseigneur, j'ai bien retenu votre message. Et nous devons donner plus de priorité aux plus défavorisés et aux plus vulnérables. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs réitéré ses encouragements aux religieux dans l'accomplissement de leur noble mission, cultiver l'amour dans le cœur des Ivoiriens pour parvenir à la paix. Dans l'actualité judiciaire, le mandat d'amener contre le président de l'Assemblée nationale levé, le gouvernement avait demandé l'annulation de l'acte du juge hier. La juge française est revenue sur sa décision après la vive protestation du gouvernement ivoirien et du bureau de l'Assemblée nationale. La juge a reconnu que Guillaume Soro était l'un des représentants officiels de la Côte d'Ivoire à la COP21, la conférence sur le climat, et qu'il bénéficiait du statut diplomatique. Et sur place, justement, en France, dans le cadre de la COP21, le président du Parlement ivoirien, au nom de la Côte d'Ivoire, a été reçu par le président du Sénat français. Il a été question de coopération entre les deux parlements. Le point avec notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au Sénat français. Le président du Parlement ivoirien est allé traduire à cette institution française la compassion des députés ivoiriens dans le tragique événement survenu dans la capitale française le mois dernier. En ces heures où la France vit des moments d'épreuve, je tiens à réaffirmer la solidarité du Parlement ivoirien au peuple français et à ses institutions. La République triomphera des obscurantismes. Guillaume Soro, le président du Sénat français, Gérard Larcher, ont également abordé plusieurs sujets au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la réforme constitutionnelle que veut adopter la Côte d'Ivoire, mais aussi la question du terrorisme et les autres formes de piraterie dans le golfe de Guinée. Gérard Larcher a promis à Guillaume Soro le soutien de son institution dans la réalisation de ses projets. Après une élection présidentielle particulièrement réussie, de voir un peu les perspectives de consolidation autour de la réconciliation, qui est largement en marche, aussi du développement économique, qui est un élément très important. Et nous avons abordé aussi les questions institutionnelles, puisque le président Ouattara a souhaité faire de la réforme constitutionnelle un axe fort de son second mandat. Et naturellement, nous avons dit notre disponibilité pour accompagner, comme le souhaiteront nos amis et parlementaires ivoiriens, cette partie constitutionnelle
parce qu'ici, il y a une expérience constitutionnelle et dans la tradition du Sénat de la République française. Les deux personnalités ont également abordé la question de l'emploi des jeunes et celle portant sur le réchauffement climatique. Car, comme les élus locaux, les parlementaires du monde entier veulent jouer un rôle important dans l'aboutissement d'un accord juridiquement contraignant et ambitieux. Il faut rappeler que le président du Sénat français est le troisième personnage de la République de France. Et ici à Abidjan, l'ambassade d'Espagne a initié un séminaire de formation à l'endroit des professeurs d'espagnol en vue de leur permettre d'accroître leurs compétences, leurs connaissances. Donc, le séminaire a porté sur les nouvelles notions d'enseignement de langue étrangère. Éric Goré et Serge Collier. 108 enseignants du secondaire public, 36 enseignants du privé, 32 conseillers pédagogiques et 24 enseignants du supérieur renforcent leurs capacités en espagnol. Selon les initiateurs, la langue espagnole est parlée par plus de 500 millions de personnes. Elle représente la deuxième langue la plus utilisée dans le monde. C'est pourquoi, depuis plusieurs décennies, l'espagnol est enseigné dans le système éducatif et scolaire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une activité pédagogique de haute portée, parce que la langue véhicule des connaissances et il est bon que nos enseignants qui s'appuient sur cette langue pour former les enfants de ce pays puissent de temps en temps se retrouver pour se remettre en cause, pour visiter un peu leurs connaissances, pour expérimenter les nouvelles données et puis faire en sorte que l'enseignement soit de plus en plus dynamique. Ce séminaire de renforcement des capacités des enseignants d'espagnol est soutenu par l'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 300 000 élèves d'espagnol dans le système scolaire de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'essence est d'offrir à ces enseignants la possibilité d'améliorer sa formation, ajourner sa formation dans les méthodes d'enseignement espagnol. Les participants seront formés sur la nouvelle pédagogie de l'enseignant d'espagnol, les TIC et les techniques d'enseignement des langues étrangères. Au chapitre défense, après 15 mois de mission au Mali, le contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, a regagné Abidjan. Ces soldats ivoiriens ont été célébrés et distingués par l'état-major général des FRC, Abou Sanogo. Pendant 15 mois, ils ont sillonné les pistes du désert malien avec des convois logistiques pour permettre aux troupes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, déployées dans le nord du pays, d'être approvisionnées régulièrement. Ils sont 130, 10 officiers, 68 sous-officiers et 52 militaires du rang. Ils constituent le bataillon logistique. Rentrés définitivement de mission, et ils sont honorés par l'État de Côte d'Ivoire. Ces soldats ont été élevés respectivement au grade de chevalier de l'ordre national, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien et à la médaille des forces armées. Vous avez su privilégier le travail en groupe, en unité constituée, donnant ainsi force et noblesse à votre action. À travers vous, c'est l'armée et par conséquent la Côte d'Ivoire qui sortent, renforcée des expériences que vous avez su acquérir sur le théâtre des opérations de maintien de la paix au Mali. Nous sommes fiers de vous. Le deuxième contingent ivoirien de la MINUSMA a reçu les félicitations du gouvernement pour son professionnalisme. Vous avez défendu l'honneur du pays, mais aussi vous êtes revenus sains et saufs. Vous devez, vis-à-vis de vos frères d'armes qui sont restés ici, partager votre expérience. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Dans les tout prochains mois, la Côte d'Ivoire va déployer au Mali, précisément à Tombouctou, une compagnie de protection avec 170 hommes avec des engins blindés. Cette compagnie confirme le maintien de la participation ivoirienne au niveau tactique à la MINUSMA. Et suite à une évasion de prisonniers à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA, la direction des affaires pénitentiaires fait le point de la situation. Seulement 2 prisonniers se sont évadés dans la nuit du samedi, contrairement à certaines informations qui annoncent plusieurs dizaines. Konaté Moussa. La maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, a enregistré une évasion de prisonniers la nuit du samedi dernier.
Depuis, les rumeurs font état de plusieurs dizaines d'évadés. La direction des affaires pénitentiaires apporte des précisions. 59, d'autres journaux ont parlé de 60, d'autres même dans les premiers temps ont parlé de 20. Tous ces chiffres sont fantaisistes. Nous avons comptabilisé 2 détenus qui sont partis. Ce sont des détenus de longue peine, de 20 ans chacun. Et c'est des détenus qui sont poursuivis pour des faits de vol aggravés. 2 détenus donc se sont enfuis de la prison. Ils sont identifiés et actuellement recherchés. Il y a M. Kalou Bibale Herman, qui est arrivé chez nous ici le 7 octobre 2014. Et puis il y a M. Guy Dablé, qui est arrivé le 26 décembre 2014. Nous allons les retrouver, que la population se tranquillise. Ces 2 individus seront retrouvés. Et nous allons tout mettre en œuvre pour ça. Nous avons déjà lancé des informations au niveau de nos informateurs. Nous en avons dans toutes les MAC et ils vont les retrouver. Plusieurs évasions sont enregistrées à la MACA depuis 2012. La direction des affaires pénitentiaires annonce le renforcement de la surveillance de jour comme de nuit. La fuite des produits ivoiriens dans la zone frontalière de l'ouest de la Côte d'Ivoire est une réalité. Pour lutter efficacement contre ce fléau, la Direction générale des douanes ivoiriennes vient de mettre sur pied un nouvel instrument pour renforcer la lutte aux frontières. Reportage F. Bouy. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, la fuite des produits ivoiriens vers les pays limitrophes, à savoir la Guinée et le Libéria, constitue un fléau très récurrent. Pour le cacao, par exemple, 40 tonnes avaient été saisies à la frontière Côte d'Ivoire-Libéria dans le département de Zouaouinien le 11 novembre dernier. Et ce lundi 7 décembre, la douane de Sipilou a intercepté 3 camions remplis de cacao en partance pour la Guinée. Le flot persiste malgré l'existence des comités de veille. Il y a donc lieu d'agir. La Direction générale des douanes met en place un nouvel instrument qui sera basé à Mans. Une séance d'information et de sensibilisation donc pour présenter le groupe d'intervention pour la lutte contre la sortie frauduleuse des produits soumis au droit unique de sortie. Cette unité spéciale, bien outillée en moyens humains et matériels, sera dirigée par le colonel Kwame Yapi Clément. À partir d'une étude cartographique, nous avons su que c'est par ces chemins-là, par ces endroits-là, que justement les gens font passer ces produits-là. Et donc, nos éléments seront à ces points-là. Chaque fois que des opérateurs clandestins tenteront de sortir du pays avec ces produits-là, c'est-à-dire tous les produits soumis à DUS, droit unique de sortie. Les différents acteurs des filières concernées apprécient et promettent une franche collaboration avec le groupe d'intervention. Le Conseil du café cacao également contrôle le dispositif de commercialisation intérieure. Et la majorité du temps, ces trafiquants utilisent des faux documents et ne respectent pas ce dispositif de commercialisation intérieure. Nous allons déceler ces opérateurs indélicats que nous mettrons à la disposition de la douane. La force qui est mise en place vient contre les trafiquants, mais contre aussi les producteurs qui seront complices. Pour nous, producteurs, nous sommes prêts à accompagner. Avec donc la naissance de ce nouvel instrument, osons espérer que la bataille contre la fuite des produits ivoiriens vers l'extérieur sera gagnée très bientôt. Le 9 décembre est déclarée Journée internationale de lutte contre la corruption dans le monde entier. Il s'agit de sensibiliser le monde entier justement sur ce phénomène qui met à mal la bonne gouvernance. En Côte d'Ivoire, cette journée a été marquée les 7 et 8 octobre par des campagnes de sensibilisation initiées par le mouvement pour la lutte contre l'injustice. Le thème choisi est « Quel engagement citoyen pour une Côte d'Ivoire sans corruption ?» On fait le point avec Serge Collier. La corruption, un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays. Elle s'attaque au fondement des institutions démocratiques en créant des appareils bureautiques dont l'unique fonction réside dans la sollicitation de pots de vin. Conscient de cela, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention des Nations unies contre la corruption. Gouvernement, secteur privé, organisations non gouvernementales, médias et citoyens du monde entier sont invités à unir leurs forces pour lutter contre ce crime. En Côte d'Ivoire, l'ONG Mouvement pour la lutte contre l'injustice a pris l'initiative de la sensibilisation et de la formation des acteurs clés des différents secteurs d'activité. La police, la douane, les services d'inspection, les brigades anticorruption et les services de la haute autorité pour la bonne gouvernance ont été instruits 2 jours durant. La lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas pour l'État seulement. L'État met des structures en place. On doit se donner la main
pour pouvoir lutter contre ce fléau. Quel engagement citoyen pour une Côte d'Ivoire sans corruption? C'est le thème de cette campagne de sensibilisation marquant la journée mondiale de lutte contre la corruption. L'objectif est d'aider à la mise en place de mécanismes pour rompre la chaîne de corruption. Notons que sur 174 pays, la Côte d'Ivoire occupe le 115e rang en matière de corruption selon Transparency Justice. Ce classement part du pays le moins corrompu à celui le plus corrompu. Voilà, cette information qui vient de tomber dans l'après-midi d'hier, le vol d'Air France 702 en provenance de Paris et qui avait à son bord 328 passagers s'est tenu obligé de rebrousser chemin pour un problème d'éclairage survenu sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Cet incident a laissé libre cours à beaucoup d'interprétations. Pour éclairer l'opinion publique, le ministre en charge des Transports tient en ce moment même une conférence de presse à l'aéroport. Il tient à rassurer les populations que la panne en question a été identifiée et réparée et que désormais les gros porteurs peuvent manœuvrer sans problème. Notre reporter Konepa Gassoro est encore sur place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce soir, son compte rendu. En économie, le Conseil d'orientation de l'agence UEMOA titre structure de la BCEAO accompagne les pays membres dans leur politique d'endettement. Pour cette année, 4 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché régional. Lassine Bakayoko et Jean-Jacques Kwameala. L'agence UEMOA, Union monétaire ouest-africaine titre, est une entité autonome au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Créée en 2013, elle accompagne l'ensemble des 8 pays de l'Union sur toutes leurs opérations de levée de fonds à travers les marchés financiers à des coûts maîtrisés. Les chiffres de cet accompagnement en évolution constante sont encourageants. Pour l'année 2015, les projections au global avoisineront les 4 000 milliards mobilisés pour le compte des 8 États de l'Union. Les 2 tiers proviennent de notre marché intérieur. À l'exception de ces 2 tiers, il y a à peu près 600 milliards qui ont été levés par la Côte d'Ivoire sur le marché international. Des résultats positifs à mettre au crédit d'un travail participatif intégrant le conseil d'orientation de l'agence UEMOA titre, les investisseurs, mais surtout les émetteurs, en l'occurrence les trésors publics. Depuis qu'on a mis en place cette agence, nos opérations sont mieux organisées sur le marché. Les taux d'intérêt baissent tendanciellement, ce qui va dans l'intérêt des États. Et nous arrivons également à lever les montants qui sont sollicités sur le marché. Toutefois, la construction du marché sous-régional, précise le gouverneur de la BCEAO et président du conseil d'orientation, s'accompagne de nombreux autres défis à relever. L'exercice 2016 devrait développer d'autres initiatives, telles que l'opérationnalisation des spécialistes des valeurs du Trésor et son corollaire, naturellement, la dynamisation du marché secondaire des titres publics. Les modalités d'opérationnalisation de ces spécialistes en valeur seront adossées à un manuel de procédure. Quant aux bonnes pratiques du marché financier, le calendrier est dorénavant prévisible pour les investisseurs. Une garantie forte pour la crédibilité et la stabilité des plans de financement des États membres. Le volet santé avec cette journée pour sensibiliser les producteurs sur le VIH-Sida. Cela s'est passé récemment à Nado, village situé dans la sous-préfecture de San Pedro. C'est un groupe industriel qui a initié cette séance de dépistage. Commentaire, Thérèse Tapeyoboui. Longtemps, les personnes porteuses du virus du sida ont souffert, surtout en milieu rural, rejetées par leur famille. Certaines en mouraient, quand d'autres choisissaient de quitter le village. Aujourd'hui, les choses semblent avoir changé. Dans le village de Nado, dans la sous-préfecture de San Pedro, on apprend à vivre avec les porteurs du virus. Au début, à cause de l'ignorance, croyant que le sida se transmet en mangeant avec les personnes vivant avec le VIH, on les marginalisait, on les délaissait, et puis cela même affectait le malade et il en mourait. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'est un groupe industriel soucieux de travailler avec des partenaires producteurs de café cacao bien portants qui a décidé d'initier une journée de sensibilisation afin de faire prendre conscience du fléau qu'est le sida à ses producteurs. Notre présence aujourd'hui, c'est pour soutenir un peu nos planteurs avec lesquels nous travaillons. Nous nous inquiétons aussi pour leur santé, parce qu'un producteur en santé, c'est beaucoup de cacao pour nous. Des séances de dépistage ont mis fin
à cette journée de sensibilisation sur le VIH-Sida en milieu rural. Et c'est la fin de ce 13h. On se retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité.